Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis avec Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment ça va? Ça va bien. On vous parle présentement en direct de la conférence DevTeach à Toronto. D'ailleurs, vous pouvez entendre les bruits d'ambiance. Oui, on est au Hilton, au centre-ville de Toronto, la grande ville de Toronto. Et ce qui nous amène à être ici, c'est que tous les deux, on est conférenciers à cette conférence qui existe maintenant depuis quoi, 5 ans, 6 ans, DevTeach? Oui, à peu près, mais c'est la première fois que DevTeach a lieu à Toronto. Oui, parce que les premières années, c'était seulement à Montréal. Maintenant, ils vont à Vancouver, Toronto, Montréal, donc c'est le circuit canadien. Puis, ça fait plusieurs années qu'on est conférencier à cette conférence-là. Guy, ta conférence aujourd'hui, toi, c'est... En fait, je fais un survol de tout ce qui est nouveau dans Visual Studio 2008, tout ce qui est au niveau du tooling. Donc, tout ce que Microsoft va rajouter dans 2008 pour faciliter la vie des développeurs. Par exemple, tout ce qui est les designers, WCF, Workflow Foundation et tout ça. Donc, je fais un survol, là, 11 sujets différents en 1h15. Ça va rider. Puis moi, fidèle à mon habitude, je parle d'architecture. Puis j'ai une conférence un peu spéciale cette année. Je parle de séparation des préoccupations. En anglais, on dit separation of concern. Donc, je vais parler de couplage, dépendance. Donc, comment vraiment structurer comme il faut nos applications. Donc, mettre en place ce qu'il faut pour plus se retrouver avec une architecture qui ressemble à du spaghetti. On se souvient des années 70, on avait ce qu'on appelait le spaghetti code. Puis il y a des gens... pas juste dans ces années-là. Ça existe peut-être encore, même si on est dans des environnements orientés objets. En fait, tu regardes le code ASP classique, là. Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais expliquer comment structurer puis mettre en place une structure qui simplifie le problème pour en venir à vraiment avoir des modules qui sont complètement indépendants. Intéressant. Et notre invité aujourd'hui? C'est pas quelqu'un qui est avec nous. C'est une émission qu'on a enregistrée il y a maintenant un peu plus d'un mois. C'est avec Christian Beauclair. Et c'est un sujet qu'on avait la demande souvent. Les gens disent vous parlez des nouveautés puis de ce qui s'en vient dans le futur. Mais nous, demain matin, là, on a du travail à faire. Puis on a du code, par exemple VB6, qu'on doit continuer à maintenir, à faire évoluer. Donc, avec Christian, on a décidé de faire une émission sur comment justement faire évoluer notre code VB6 pour l'amener dans la plateforme Microsoft.net. Des choses très, très concrètes, finalement. Et réalistes. Puis on espère que vous allez en tirer parti, puis ça va vous amener à pouvoir, pour les malheureux qui sont encore prêts à supporter du code VB6, puis qui voient pas le jour où est-ce qu'ils vont être capables de commencer à faire du code.net, écoutez dans la prochaine entrevue parce que ça va vous donner les in pour vous y rendre. Donc, on écoute l'enregistrement. Nous sommes dans les bureaux de Microsoft à Montréal. Avec nous, Christian Beauclair. Bonjour Christian. Salut monsieur. Hey, on vient de l'arracher du stage où Christian, tu faisais la présentation pour le lancement de Visual Studio 2008. Effectivement, SQL Server 2008 et Windows Server 2008 aussi. Donc tout frais sorti du stage, encore tout chaud là. Et tout fatigué aussi. Ouais. Puis nous, on a décidé de te faire un voyage dans le passé. Parce qu'on veut faire une émission pour parler de comment on peut intégrer la plateforme.net dans le langage VB6. Puis vraiment changement de direction à 180 degrés. C'est dernièrement dans les 6 derniers mois, on a eu une série d'événements qu'on appelle Developer Night in Canada où ce qu'on était venu d'ailleurs à Montréal parler de ça, de l'intégration de VB6 et surtout dans le contexte que le groupe de produits lorsqu'ils ont développé VB.NET évidemment l'avait développé pour la plateforme .NET, pour le quadriciel .NET, mais ils ont découvert en cours de route que l'adoption se faisait pas aussi rapidement et c'est comme naturel que beaucoup d'organisations qui ont des investissements de millions de lignes de code en VB6 feraient pas une migration du jour au lendemain. Le problème aujourd'hui, c'est que la pression devient de plus en plus forte avec le support pour VB6 de développement qui est disparu, littéralement. Donc, on ne supporte plus le fait que tu développes une application dans l'environnement, dans le IDE de VB6. Bon, on s'entend.
Si t'as VB6, tu peux le faire. C'est juste que si t'appelles Microsoft pour de l'aide parce que t'aurais un problème quelconque, ils vont juste te dire, ben non, nous, on le supporte plus. Mais tu peux toujours faire une application VB6 et si tu la débugs comme faut, tu pourrais même la déployer et elle va fonctionner puis tout ce qui existe déjà comme application VB6 va continuer à fonctionner. Exactement. Et je suis content que tu le mentionnes, c'est que effectivement, tu peux continuer à faire le développement et si tu as un problème avec la plateforme de développement, il reste encore les forums. Il y a encore quand même des forums où il y a beaucoup de monde qui font du développement justement en VB6 qui peuvent vous aider. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de changement ou de patch qui vont être faits sur le système VB6 lui-même. De l'autre côté, ce que tu me dis, et qui est vrai, c'est que le VB6 Runtime, l'engin d'exécution de VB6, lui est encore supporté parce qu'il fait partie du lancement de Vista qui a eu lieu l'année passée. Donc, l'engin lui-même est avec VB6, avec Vista. Ce qui veut dire que si tu as une licence de support de Vista pour 10 ans, tu vas avoir le support pour l'engin de runtime de VB6 pour 10 ans. Okay. Donc, il n'y a aucun problème au niveau des exécutions d'applications qui existent déjà. C'est juste seulement le développement de nouvelles applications. C'est un petit peu plus complexe. Mario, je pense qu'on s'est emballé un petit peu. On est tombé tout de suite dans le vif du sujet. Puis on a oublié de faire la bio de Christian. Ben oui, Christian, pour nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître, t'es conseiller aux développeurs pour l'Est du Canada. Exactement, avec le groupe de MSDN Canada. Qu'est-ce que ça fait un conseiller pour développeurs? Un conseiller pour développeurs, ça aide les gens à un petit peu cheminer, si on veut, que ce soit dans leur carrière ou dans le développement d'applications. Donc, on les aide à comprendre la plateforme, les options qu'ils ont. Et aussi, on a un gros focus au niveau de l'éducation et aussi des carrières. Donc, on n'arrête pas qu'à dire, OK, c'est le VB6 ou VB.NET ou C#, ce sont les meilleures plateformes, blablabla. On parle beaucoup du concept de justement du manque d'employés qu'il y a présentement. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider les développeurs à comprendre cette plateforme-là, mais aussi de les aider dans leur carrière, dans leur parcours. Donc, c'est pour ça qu'on dit conseiller. On peut dire aussi un petit peu diplomate, dans le sens qu'on aide à faire un peu le lien entre Microsoft et c'est un poste de communicateur, ça c'est définitivement. Vulgarisateur, communicateur, ça c'est certain. Définitivement. Et ça vient de beaucoup de background. Ça fait 14 ans que je suis avec Microsoft. J'ai été consultant en premier avec Microsoft, donc j'ai fait un peu votre travail à l'intérieur du groupe de Microsoft, service de consultation de Microsoft. Et après ça, après 6 ans, j'ai fait 6 ans en vente, côté technique, pas en tant que vendeur directement, mais j'avais des relations avec des clients au niveau de la technique de la vente. Donc, s'il y avait des questions, comprendre les licences, les produits, etc., c'était moi qui s'occupais de ça. Puis, donc, ça fait quoi? Quelques années maintenant? Là, ça va faire 2 ans au mois de juin que je suis... Tu demeures à Ottawa? Je demeure à Gatineau, mon cher. Ah oui, c'est vrai. Gatineau, très nuance importante. Gatineau étant de l'autre côté de la rivière, d'Ottawa. la province de Québec, tandis qu'Ottawa... fait partie de la région de l'Outaouais qui inclut Ottawa et Gatineau. Donc, pour nos auditeurs européens, c'était un peu comme si j'avais dit... rive gauche, rive droite. Ouais, mais une rive est dans une province francophone et l'autre rive est dans la province d'Ontario, plutôt anglophone. Oui, quoique du côté de Ottawa, on se trouve plutôt dans la région franco-ontarienne. Il y a énormément de franco-ontariens qui vivent le long de la bordure avec le Québec. Donc, c'est une région qui est un peu plus bilingue que le reste du Canada, définitivement. Mais tu couvres pas seulement cette région-là. Tout l'est du Canada. Donc, à partir d'Ottawa, le Québec, Montréal, Québec. La semaine prochaine, je vais être à Québec pour la continuation du lancement. Et ensuite de ça, les maritimes. Donc, je vais souvent au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, quelques fois à Terre-Neuve, qui sont des régions un petit peu plus éloignées, donc pas autant de population de développeurs. Mais par contre, il y en a et on aime essayer de les rejoindre le plus possible. Ça m'arrive aussi de couvrir les autres aspects, que ce soit Toronto ou le reste de l'Ouest, dépendant de l'événement. Ou des besoins. Et des besoins, c'est ça. OK, donc on avait commencé justement à parler de la problématique que en tout cas, le message officiel de Microsoft, c'est si vous avez des nouveaux développements, ils ne devraient pas se faire sur la plateforme de VB6 parce que ça fait partie maintenant d'une plateforme de patrimoine. C'est ça. Mais reste que, comme tu disais, il y a des millions de lignes de code en VB6 qui existent. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, du jour au lendemain, ne changeront pas ces applications-là juste pour le plaisir d'échanger. Donc, on peut se retrouver souvent dans un processus de maintenance à devoir ajouter des nouvelles fonctionnalités à de l'existant.
Puis là, il y a toujours la question, dois-je absolument faire ça sur la plateforme VB6 ou est-ce que ce serait possible de développer ces nouvelles fonctionnalités-là, par exemple, sur la plateforme .net et faire un mix and match des deux plateformes? Un espèce de pont. Un pont. Ben, c'est d'ailleurs ça. Quand on a passé au travers de la session, un des points qui était expliqué au départ, c'est comprendre évidemment l'architecture de son application. Donc, analyser ce qu'on a. C'est toujours la première étape. On peut pas, d'ailleurs, les consultants, j'en étais un, vous en êtes aussi, vous savez, la réponse idéale d'un consultant, c'est ça dépend. Ouais, tout est contextuel. Tout est contextuel. Donc, souvent, les clients vont s'attendre à une réponse instantanée et la réponse que les consultants vont donner, c'est ça dépend. Et ça dépend est une réponse à 100% correct à donner. Le client doit comprendre que tu peux pas donner une réponse sans une analyse. Et c'est cette partie-là qui doit être importante avant de prendre une décision. Ensuite de ça, il y a vraiment 5, on parle, moi personnellement, quand j'ai fait la chose, il y a vraiment 4 chemins possibles, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, il y en a un 5e aussi, qui est de ne rien faire. Donc, on va éliminer ne rien faire. Les 4 chemins, c'est soit la migration de l'application, donc la prendre dans le système et la migrer à travers un outil de migration pour l'amener à une nouvelle plateforme, comme donc VB.net. là, on parle vraiment là de plus avoir rien qui roulerait sur le runtime Exactement. VB, mais tout amené en .net. Exactement. C'est de prendre le plus possible de l'application, le migrer, puis après ça, de faire les tweaks nécessaires, les ajustements nécessaires s'il y en a. La deuxième manière, c'est évidemment l'intégration, ce que Guy parlait tantôt en créant un pont, si on veut, entre les deux applications, qui est un moyen d'alléger, si on veut, le prix de cet ouvrage-là. Parce que en réalité, si tu commences à faire un pont, mais c'est un peu garder ce que tu as et de rajouter de la nouveauté dedans. Et avec le temps de faire ta migration subtilement, si on veut, de changer certains modules et éventuellement te ramener à une plateforme complète sur la nouvelle technologie. La troisième, c'est, dans certains cas, très valide aussi, c'est de jeter ce qu'on a et d'acheter quelque chose d'autre. Parce que souvent, je me suis retrouvé chez des clients, que ce soit en vente ou en consultant, où le client avait écrit, par exemple, une application de gestion de la paye, maintenant. Gestion de la paye, mais ils l'ont écrit tout en VB6. Mais depuis ce temps-là, il y a plein d'applications disponibles, SAP, Siebel, Oracle Financials, Dynamics. C'est plein d'applications de finance. Qui seraient peut-être moins dispendieuses à acquérir. Que de le réécrire, exactement, qui ont toute la fonctionnalité, le support. Surtout quand c'est pas une application, en bon anglais, on dirait core. C'est-à-dire quand c'est pas au cœur de ton domaine d'affaires, tu aurais probablement intérêt à acheter plutôt que de parce exactement. Que c'est pas là que tu vas différencier de tes compétiteurs sur ton système de gestion de paye maintenant. Exactement. Donc, c'est une des options. Une troisième option, c'est de dire, OK, je jette et j'achète quelque chose qui remplace. La quatrième option, c'est d'engager, si tu veux, quelqu'un qui peut te donner une application clé en main. Dans le sens que j'ai un besoin, j'ai cette application-là qui existe et je sais ce qu'elle contient. Je la donne à quelqu'un en tant que spécification et je leur dis, bâtissez-moi-la pour un prix fixe. Bon, souvent, les grosses firmes comme CGI, EDS, etc. vont faire ces genres de travail-là. Ils vont dire, OK, bon, pour cet genre d'application-là, on va vous charger X millions ou X centaines de milliers de dollars et on va vous donner une application clé en main. C'est quand même une option aussi. La seule chose que je spécifiais aux gens, c'est si vous prenez cette approche-là, vous assurez de ne pas prendre les spécifications qui ont été écrites lorsque vous aviez l'application en VB6, mais de réécrire vos spécifications. Ça, c'est une grosse nuance. Grosse nuance, parce que souvent, la technologie a tellement évolué que probablement 75% peut-être de votre application, vous n'avez pas besoin de réécrire parce qu'elle a été écrite déjà par exemple, dans le quadriciel, dans les classes de base qui viennent avec .NET. Ou le client ou la firme qui va vous aider l'a peut-être déjà écrit. Et aussi, il reste que l'interface usagée de VB6 était basée sur Windows 95, sur l'interface quand même qui a assez d'âge. Et aujourd'hui, avec Vista, avec la nouvelle interface usagée, avec les vectoriels, etc., si vous voulez prendre, par exemple, avantage Windows Presentation Foundation, mais vous voulez réécrire pour prendre avantage de ça. Donc, plusieurs points. 4 chemins possibles. 5 on inclut le chemin de ne rien faire. Exact. Celui sur lequel on va focusser plus en détail aujourd'hui, c'est le deuxième chemin qui est d'avoir un système hybride où on garde notre patrimoine VB6 et on va acheter des nouvelles fonctionnalités en VB.net, par exemple. Exactement. Tant que si tu fais du VB6, ton équipe va probablement avoir un chemin naturel vers VB.net.
Mais il pourrait développer avec n'importe quel autre langage .NET. Qui est dans .NET. Exactement. Et il reste quand même que peu importe aussi le choix que vous faites, que ce soit VB.NET ou C# ou un autre langage .NET, il va rester qu'il va avoir besoin de formation pour les développeurs. Parce que de développer en VB6, c'est pas le même principe qu'en VB.NET. C'est très différent dans le sens que VB.NET est un langage complètement objet-orienté, alors que VB6 simulait un petit peu l'orientation. VB6, c'est un langage forms-oriented. Exactement. Donc, en tout cas, dirigé sur l'écran que tandis que .NET, c'est vraiment orienté objet. L'idée, c'est qu'il y avait un modèle d'héritage d'objets à l'intérieur de VB6, parce que le principe venait de COM, qui était le Component Object Model. Et ce principe-là dictait, si on veut, une interface. Le seul problème, c'est que c'était l'interface l'héritage et non pas l'objet lui-même, pas le code qui était recompilé avec l'intégration. Puis aussi le fait que les bonnes pratiques au niveau du développement, au niveau d'orienter objet, tout ça ont évolué au fil des années. Exactement. Donc l'industrie en tant que telle ou les processus de développement ont évolué. Donc le fait qu'on ait des nouveaux langages .NET qui prennent partie ou qui prennent option de tout ça, ben fait que le développement est pas le même du tout. Là. Exactement. Et personnellement, je suis passé de VB6 moi-même à VB.NET, très court laps de temps, puis je suis tombé dans C#. Il reste que la transition entre VB et C# est beaucoup plus simple que beaucoup de gens le présentent. Je veux dire, c'est pas un langage qui est extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est un langage qui a été créé pour sa simplification. Donc, la balance est là, elle existe. Il est possible de choisir de prendre ce chemin-là. Il y a des outils qui existent, il y a des sites où présentent des plans de formation qui vont te dire, OK, est-ce que je veux aller en C# ou en VB.NET? À ce moment-là, tu peux suivre cette formation-là. Christian, tu nous parles de formation. Est-ce que, tu nous as dit que c'est important la période d'analyse. Est-ce que la formation et l'analyse, c'est des activités qui se font en parallèle? C'est définitivement deux fonctions qui peuvent se faire en parallèle, dépendant des habiletés des architectes qui vont architecter la nouvelle application ou qui vont commencer à parler d'un petit peu de la migration. C'est sûr que si tu crées un pont, peu importe le genre de pont que tu vas créer entre ton application et une nouvelle fonction, tu vas vouloir faire un plan d'architecture de ton pont. On s'entend pas. Surtout dépendant du choix que tu vas prendre, suite à ton architecture, ça va influencer comment tu vas former ton monde. Parce que si tu décides que le cœur va devenir .NET puis tu vas rappeler des objets comme VB6, faut que les gens maîtrisent le cœur de .NET, en tout cas comment fonctionnent les forms et tout. Mais si tu décides l'inverse, c'est-à-dire que tu vas toujours continuer à avoir toutes tes formes en VB6 et tu vas faire des ponts vers .NET, mais là, ça va être plus comme des composants de COM. En tout cas, VB6 va le voir comme des composants de COM. La formation, va être différente à un certain niveau. Exactement. Donc, c'est un petit peu l'approche que je prends. Après avoir former ton groupe de développeurs qui éventuellement va développer l'application, les architectes peuvent commencer à analyser la situation. Il y a plusieurs choses à regarder. Un, les nombres de lignes de code. Évidemment, si tu as une grosse application VB6, il y a des chances que tu vas vouloir rester en VB6 en premier. Donc, de maintenir l'application et de la modifier à travers rajouter des extensions .NET. Si ton application est moyennement grosse, donc, si on regarde, par exemple, les différents types d'analyses qui étaient faits, il y avait beaucoup d'applications en .NET qui étaient bâties de la bonne façon en 3 tiers. Donc, il y avait un tiers de présentation, des forms, comme tu disais tantôt, Mario, puis qui parlent à des objets d'affaires qui souvent se faisaient par DCOM, Distributed COM. Le bon vieux COM Plus. Le bon vieux COM Plus, effectivement. Et ces objets-là parlaient à la base de données. Donc, si ce modèle-là avait été utilisé, c'est un modèle qui est extrêmement facile à utiliser pour l'intégration ou faire le pont. Parce que là, tu deviens à un point où tu décides, OK, est-ce que je vais bâtir une nouvelle application? Est-ce que mon but, c'est une nouvelle interface usagée à mon application? La moderniser, si on veut. Donc, si je veux bâtir mon application plus récente, je vais focusser avec .NET, basé sur les nouveaux formulaires, les nouvelles technologies, et je vais appeler mes objets d'affaires comme qui sont déjà existants. Comme ça, j'aurais pas besoin de modifier cette partie-là qui est aussi le cœur de mon nom d'application. De là, l'avantage d'avoir architecturé l'application en couches, en 3 tiers, là, finalement, exactement. Ou peut-être d'avoir utilisé comme plus. On peut réutiliser ces objets-là dans nos applications .NET. Exactement. Sauf que là, moi, je vais faire un peu l'avocat du diable.
Microsoft faisait la promotion de cette approche-là, mais on s'entend qu'il y a beaucoup des codes existants dans le champ là qui suivent pas cette approche-là, que c'était un peu monolithique. Non, exactement. Donc c'est monolithique, quel chemin qu'on devrait peut-être plus aller? Bon, ben je vais juste finir ça là, puis on va revenir au monolithique dans 2 secondes. Une fois que tu as fait cette décision-là, tu peux réutiliser tes objets comme Plus ou aller comme Plus avec les Enterprise Services qui sont déjà dans .NET ou même les appeler à travers la couche d'interopérabilité entre .NET et COM. Ça, c'est évidemment une façon. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'applications qui ont été développées de cette façon-là. Il y en a. Et s'ils sont assez petites et raisonnables, ben à ce moment-là, c'est une bonne approche parce que là, tu commences déjà à avoir ton interface moderne. Par contre, il y a beaucoup d'applications qui sont monolithiques, qui ont été créées avec des millions de lignes, qui ont des formulaires, comme tu dis, centrés sur des formulaires, très peu de couches entre les deux. Les formulaires appellent la base de données, sont en VB6. Arrive un moment où quelqu'un vous dit, bon, OK, on veut rajouter des formulaires dans notre application, ou on a un formulaire, on a une requête de changement sur le formulaire, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, à ce moment-là, on peut considérer utiliser le Forms Interrupt Toolkit de VB6 qui a été écrit par le groupe de .NET. Donc, le groupe de .NET est au courant qu'il y a cette existence-là d'application VB6. Ils se promènent pas avec des œillères en disant, OK, on fait que le monde existe encore, qu'il y a du VB6. Donc, ils ont écrit ces modules d'interopérabilité-là qui permettent de créer un formulaire en .NET avec le Forms Kit qui vient avec .NET, créer votre application et la publier dans un objet COM qu'à ce moment-là, à partir de VB6, on peut intégrer. Donc, l'application VB6 fait appel à ces formulaires-là. Donc, tu pourrais juste prendre, par exemple, un formulaire de ton application VB6, dire ce formulaire-là seulement, je le refais en .NET, en utilisant le Form Interoperability Toolkit. Exactement. Puis, à ce moment-là, donc ce formulaire-là va être publié physiquement comme une DLL, j'imagine? C'est ça. Puis mais cette DLL-là, en plus d'être une DLL.net, elle va être aussi une DLL COM pour que VB6 soit capable de la lire et de l'intégrer. Puis là, toi, tu vas pouvoir à ce moment-là faire le lien dans ton application VB6 pour appeler ce formulaire. C'est ça. La façon que ça fonctionne, c'est que le DLL lui-même reste en .NET. Donc, c'est un format qui est non compilé complètement, donc il est pré-compilé, si on veut, en MSIL. Et de l'autre côté, il s'enregistre dans le registre. Comme une composante COM. Donc, il y a une interface, un GUID qui est identifié, qui pointe à cet objet-là. Le pointeur, en réalité, est pas nécessairement au DLL. Il y a un genre de shim entre les deux. Il y a un objet un objet COM qui fait partie de .NET, qui se crée, qui permet cette interopérabilité entre les deux plateformes. Donc, l'objet est publié et peut être utilisé. À ce moment-là, je peux aller dans mon Forms, je fais juste créer une instance, une nouvelle forme dans VB6. C'est sûr qu'à ce moment-là, je peux pas l'utiliser dans VB6 avec le designer. Là, je peux pas avoir les contrôles puis tout ça. Ça reste 2 environnements séparés. J'ai besoin des 2 environnements de développement. Mm-hmm. Mais par contre, en ajoutant ces formats-là, en ajoutant ces fichiers-là, ben, je peux commencer en disant, OK, bon, une requête de changement, bon, au lieu de changer un formulaire VB6, je vais le réécrire. Mm-hmm. Donc, le coût est contrôlable, si on veut, pour l'organisation. Et on peut le faire sur un laps de temps qui est assez long. Exactement. Donc, et puis on peut inclure ce développement-là en maintenance. Exactement. Donc, au lieu d'avoir un budget énorme pour refaire l'application, ce qui est la plupart du temps difficile à avoir parce que finalement, ce qu'on va déposer comme budget, ça va être, bon, un montant X, mais on va nous poser la question, qu'est-ce qu'on va avoir au bout de la ligne? Ben, tu vas avoir la même application. Ben, au niveau affaires, il n'y a pas d'avantage. C'est rare que les décideurs d'affaires veulent ça. En tout cas, ils trouvent pas le business case très puissant. C'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'une des options, c'est de réécrire, en fin de compte, de repartir à zéro. Ouais. Mais là, en migrant, formulaire par formulaire, admettons que y a une demande de changement ou une demande d'ajout qui arrive sur l'application, c'est dans un formulaire X. Là, on peut peut-être, tu mentionnais l'analyse tout à l'heure, on analyse pour voir, OK, ça coûterait combien VB6 ou le refaire en .NET, on pourrait faire quelque chose comme ça. Exactement. Puis là, utiliser le Interrupt Form Toolkit. C'est ça. Et c'est important, par contre, encore là, comme je disais à propos de la planification, d'avoir un plan de ce qu'on veut faire. C'est pas juste de dire, je vais prendre l'application VB6, quelqu'un me demande un formulaire, je vais rajouter un formulaire VB.NET dedans, puis c'est fini. Parce que c'est sûr, oui, ça va fonctionner, ça va être une solution, un petit peu un plaster là, qu'on met sur le bobo,
Mais en réalité, on n'achève pas ce qu'on veut, qui est ultimement prendre cette application-là qui sera plus supportée un jour. On sait que là, on dit 10 ans, mais un jour, dans 10 ans, il sera plus supporté, cette application-là. Donc, comment est-ce que je fais pour cette situation-là? Donc, la meilleure situation, c'est dans son plan de dire, OK, on va avoir un plan qu'à chaque fois qu'on va déplacer, on va avoir une requête de changement sur cette vieille application-là. On met des développeurs là-dessus. On architecte notre idée de comment ces formulaires vont s'intégrer avec le temps. Et on en développe des nouveaux où on change les choses. C'est important aussi de vraiment rendre l'accès à ces formulaires-là. Parce que souvent, dans ces applications-là, on avait comme le modèle qui est utilisé en VB6, c'était des MDI forms, là, les multiple. Tu avais un menu en haut, tu choisissais un des items dans ton menu, puis une formulaire qui apparaissait. C'était à peu près toute la façon qui était fait. Là, tu peux en avoir 5-6 ouverts en même temps. L'idée, c'est de dire, dans ma migration avec le temps, quand est-ce que je change ce client-là, en fin de compte, mon host? Est-ce que j'attends d'avoir tout changé mes formulaires avant de changer mon host ou est-ce que je peux changer à un certain moment donné, planifier dans mon temps, dire OK, en attendant pour 6 mois, pendant que je travaille sur mon nouveau host, je vais changer juste les formulaires et dans 6 mois, on va avoir un nouveau host qui va hoster les formulaires en fin de compte VB6, etc. Donc, parce que les formulaires .NET pourraient pas s'intégrer dans un environnement MDI, là. Ben oui et non, c'est que dans le sens où le formulaire peut s'intégrer parce que tu peux l'appeler dans la fenêtre MDI, c'est juste qu'il fait pas partie de l'intégration dans le sens que si tu les minimises, comme on avait en bas, il apparaîtra pas en bas, il va apparaître en bas dans la barre de menu. Là. OK. On parle du toolkit, est-ce qu'il y a un coût à ça? Non, le toolkit est gratuit. Si tu vas sur msdn.microsoft.com/VBRun, qui est le site de VB6. On va mettre le lien sur la page. C'est ça, qui est le site, si on veut, de tout ce qui est VB6. Vous allez trouver, entre autres, et le Forms Interrupt Toolkit version 2, et vous allez aussi trouver un kit de contrôle 2.0 pour .NET. Parce que une des autres aspects qui faisait partie de la migration, c'est qu'il y avait de la fonctionnalité à l'intérieur de VB6 qui n'était pas dans .NET, que beaucoup de développeurs sont venus à dépendre. Par exemple, l'habilité de faire des shapes, d'avoir des cercles sur un formulaire ou des lignes ou des dessins, des formulaires comme ça. Ou même la façon d'imprimer le print control qui était dans VB6, c'était différent. Donc, ils ont réécrit ces contrôles-là pour .NET aussi. Vous pouvez maintenant avoir un cercle sur un formulaire .NET. Il y a un contrôle .NET pour le faire. Donc, c'est pas des contrôles qui viennent dans le framework, c'est des contrôles qu'on peut downloader et intégrer dans nos applications. Dans .NET. Et c'est des contrôles .NET. C'est pas des contrôles VB6. C'est des contrôles .NET, mais qui sont spécifiques pour donner qui mimiquent les contrôles qu'on avait en VB6. Exactement. OK, parfait. Parce que ça pourrait être une raison pourquoi on veut pas mettre à jour une forme, parce qu'il y a c'est une partie particulière, justement, où l'impression théoriquement, on ne doit pas toucher à l'impression pour ces besoins d'évolution-là. Donc, mais on voudrait donc la reproduire telle qu'elle, puis là, en ayant des contrôles, on peut la reproduire à moindre coût. Exactement. Donc, on télécharge le toolkit, on installe ça. C'est quoi la magie du toolkit? Qu'est-ce qui fait qu'à partir de VB6, je peux appeler un formulaire .NET? Ben, le processus, je comprends la question, c'est le processus pour le créer. Ce que tu fais, c'est lorsque tu installes le Interrupt Toolkit, en réalité, l'extension s'installe dans Visual Studio 2005 et non pas dans VB6. Okay. C'est que VB6, lui, sait comment appeler un formulaire un COM. Pour VB6, pour lui, il ne parle qu'à du COM. Exactement. C'est pas pantoute que l'objet COM à qui il parle, c'est une façade, puis en dessous de ça, c'est une composante .NET qui va rouler sur le runtime.NET. Exactement. Fait que ce que tu fais, c'est que tu vas dans Visual Studio.NET, tu crées une fois que tu as installé le toolkit, tu as un nouveau type de document, un nouveau type d'objet, d'item que tu peux rajouter à ton projet. Okay. Donc, tu crées un nouveau projet, un DLL. Tu vas rajouter un formulaire dans ton DLL, et ce formulaire-là, tu spécifies que c'est d'un type VB6 Interrupt. Okay. Et une fois que tu as fini ton projet, sur ton projet lui-même, tu sélectionnes dans le menu de Tools, il y a une addition, si tu veux, qui s'appelle Generate Interrupt Layer, si tu veux, pour ton formulaire. L'objet COM. C'est ça. Ce que ça va faire, c'est une chose, c'est que ça va générer un wrapper autour de ton formulaire pour l'exposer en COM activé. Et ça génère aussi du code qui va servir à l'interopérabilité au niveau du code. Alors ça, c'est un autre aspect aussi que les gens comprennent pas immédiatement, mais qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait une communication entre les deux. C'est pas juste de faire apparaître un formulaire, c'est de dire, si j'ai un champ, mettons, je suis dans une base de données,
sur un formulaire VB6, la personne sélectionne une ligne dans une grille puis dit détail, ben faut que ton formulaire .NET qui ouvre, il y ait les détails de cet item-là sélectionné. Ouais. Mais comment tu fais pour lui dire c'est quoi l'item sélectionné? Donc, faut passer l'information back and forth. Exactement. Fait qu'on a créé l'équivalent, si tu veux, un global variable, comme en VB6. Normalement, c'est de même que tu le passerais entre les choses. Des bonnes vieilles variables globales. Variables globales. Donc, l'idée, c'est d'avoir un module, encore là, qui s'expose en COM, qui te sert à pouvoir créer des name value pairs. Je sais pas l'expression, comment on le dit en français. Un nom et une valeur. Ouais. Donc, dire, OK, le nom de ma variable, c'est tel, puis sa valeur, c'est tel chiffre. Donc, tu peux créer cette liste de noms et valeurs que tu rajoutes à cet objet global-là, qui est automatiquement exposé en .NET aussi. Ah. Donc, la mécanique, elle ressemble beaucoup, par exemple, à les fameuses variables de session qu'on a sur ASP.NET. Exactement. Parfaitement. Donc, c'est un concept de dictionnaire, finalement. C'est ça. La meilleure analogie, c'est exactement ça. C'est de passer cette information en deux processus qui sont indépendants. Donc, deux pages web, c'était ça qui était le problème avec ASP.NET, qu'on a créé le global setting. C'était l'idée de dire, OK, comment je passe quelque chose d'un à l'autre sans le passer comme paramètre. Ouais. Donc, tu le mets dans l'espace et là, tous les formulaires ont accès à celui-là. Donc, le même principe est là. Donc, lorsque tu génères cet Interrupt Toolkit-là, c'est ces objets-là que tu rattaches à ton formulaire. Tu le compiles et ça s'enregistre automatiquement. Donc là, tu fais ton build, ça va enregistrer l'objet qui contient tes forms et qui va créer le GUID, l'enregistrer dans le registre. Et là, tu vas dans ton projet VB6, tu le reference, comme tu le faisais traditionnellement, tu le pointes à ton objet DLL que tu viens de créer, qui est là maintenant dans ta liste. Et là, tu fais un forms, tu crées une variable dim, mettons frm as form, puis là, tu fais frm.show, puis ton formulaire .NET va apparaître comme si rien n'était. Et du point de vue du développeur VB6, par exemple, si notre équipe était scindée en deux, une équipe qui ferait du développement .NET, une équipe qui ferait du développement, la maintenance VB6, pour le développeur VB6, pour lui, appeler notre formulaire qu'on a écrit en .NET là, avec le Form Toolkit, c'est comme s'il appelait un formulaire VB6. Là. Pour lui, c'est totalement transparent. Il n'a pas besoin de connaître .NET là, du tout. Là. C'est ça. C'est comme magique. Là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure où se passe la magie. Là. Mais c'est impressionnant là, quand on le voit là, pour la première fois. Là, on se dit, c'est comme appeler un formulaire VB. Exactement. Il y a beaucoup de clients qui ont commencé à l'utiliser d'ailleurs, puis c'est pour ça qu'il y a une version 2. Là, c'est la version 2 qui est présentement disponible. Parce que c'est un moyen idéal pour justement transitionner à un coût moindre. Je pense que c'est vraiment le moyen. Mais qu'est-ce qui arrive avec les types? Un entier en .NET, c'est pas nécessairement un entier en VB6? Ben, la conversion se fait grâce au niveau du COM interrupt automatiquement. Donc, le COM interrupt, qui est la couche entre COM et .NET, est au courant, évidemment, de mapper les types. C'est un des problèmes. C'est pas nécessairement un problème, mais c'est un des aspects qu'il faut faire attention. C'est que là, à ce moment-là, il y a des types qui ne peuvent pas être exposés de .NET à VB6 nécessairement. Un datetime, par exemple. Un datetime, un GUID. Lorsque j'ai fait la session, j'ai montré un GUID. En VB6, tu pouvais pas générer des GUID. Il fallait que tu écrives beaucoup de code pour le faire. En .NET, ça prend une ligne de code pour générer un GUID. Mais si quand même tu retournerais un GUID à travers le COM interface, un GUID pour VB6, ça n'existe pas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu crées un wrapper, un autre objet, qui lui retourne le GUID comme un string. Donc, là, VB6 peut lire le string. Donc, tu peux comme genre ajuster certaines fonctions comme ça parce que puis là le VB6 ça a du string pour appeler les méthodes comme habituellement qui a besoin d'une string anyway pour créer un GUID. Exactement. Et l'avantage c'est là à ce moment-là, c'est un autre aspect d'intégration ou du pont en question, c'est que oui, tu as les formulaires mais tu as aussi le fait que dans le quadriciel .NET, tu as énormément de classes de base qui existent, l'encryptage, la compression, les méthodes pour les strings, les GUID, etc. Tu as plein de fonctionnalités qui est dans .NET qui n'existent pas dans VB6 ou même avec des COM. Du code qu'on devait faire, qui prenait X nombre de lignes de code ou on achetait une librairie Exactement. Là, maintenant, c'est bâti dans le framework. Exactement. Sauf que à cause de ces types-là que tu viens d'expliquer, c'est les integers, c'est facile, les strings, c'est facile, les langues aussi, mais là, d'un coup, tu tombes dans les types complexes, mais là, ça devient plus difficile. Un record set ADO. Donc, souvent, ce qu'on faisait en VB6, c'est qu'on passait, par exemple, un record set ADO.
à un autre formulaire pour afficher, par exemple, le détail. Mhm. Mais là, on peut pas passer ça, là. Non. C'est ça. Ça, c'est effectivement, c'est ça. C'est là qu'il faut que tu passes par cette interface globale. Faut que tu le transfères soit en matrice. Et là, tu peux passer une matrice parce qu'il est capable de convertir une matrice, mais il est pas capable de convertir un record set. De l'autre côté, par contre, c'est une très bonne question. J'ai jamais essayé. Je pourrais pas répondre là, mais d'après moi, si tu passes un record set, tu peux utiliser un record set en comment drop du côté .NET. Mais là, ça devient pas mal complexe son affaire. Tu veux pas t'aventurer là-dedans. Là. Mais normalement, tu mentionnais tout à l'heure l'exemple d'une fenêtre où tu avais une fenêtre master. Tu double-cliques, par exemple, sur un enregistrement dans ta grille, ça te pop le détail. Oui. Mais là, tu passes l'ID. Ouais. C'est ça. Tu passes juste assez d'informations pour qu'en .NET, tu sois capable d'aller chercher l'information pour l'afficher, le détail du record. Tu peux en passer plus. C'est sûr que c'est pas nécessaire d'en passer autant. Plus tu en passes, plus l'appel est long parce qu'il y a vraiment la transition entre les deux technologies. Tu veux quand même garder ça assez compressé. Il y a d'autres moyens, évidemment. Tu peux les passer par des fichiers. Il y a beaucoup de techniques que tu pourrais utiliser. Mais idéalement, c'est de garder ça simple. C'est de dire, OK, si j'ai un record que j'ai été chercher. Et là, ça devient aussi un petit peu une autre partie de l'analyse. C'est que si j'ai un formulaire en VB6 qui utilise ADO pour parler avec une base de données, et là, j'ai un formulaire qui va afficher des détails, que je vais utiliser ADO.NET pour aller chercher les détails, je viens de créer deux connexions à ma base de données à partir de une application. Donc tu utilises ça par 100 postes? Ben là, c'est ça. Là, faut que tu commences à considérer tes connexions. Il y a certaines choses qui font partie de l'analyse encore là. À ce moment-là, c'est peut-être mieux de passer plus d'informations entre ton ADO et pas aller faire une requête à partir de ton formulaire .NET. Donc, en plus du ID, tu pourrais passer le nom, le prénom, l'adresse, etc. Toute l'information, passe-les à ce moment-là dans un array à ton formulaire .NET puis utilise cette information-là au lieu d'aller la rechercher. Donc là, partie d'analyse, tu peux pas construire un pont sans savoir c'est quoi la largeur de ta rivière, la pression de l'eau, le niveau de l'eau va-t-il augmenter. Faut que tu connaisses tout ça. Donc, le même principe quand tu bâtis un pont entre deux applications, faut que tu connaisses vraiment ta technologie. La partie analyse est essentielle. Absolument. OK. Donc, Christian, tu parlais d'analyse tout à l'heure. Cette période-là est super importante. Est-ce qu'il y a des outils, je sais pas, quelque chose de disponible, des bonnes pratiques, par exemple, qui existent que l'analyste ou que l'équipe pourrait utiliser? Oui, à un moment donné, ça a été une des raisons pourquoi on a engagé une firme de consultants pour aider au niveau de Patterns and Practice pour créer un document qui aide à faire cette analyse-là. Donc, c'est un document que tu peux imprimer, c'est un guide qui passe au travers de toute l'analyse, de toutes les choses que tu devrais regarder, le prix d'un consultant, le prix d'un employé, l'attente que tu devrais avoir au niveau de la balance entre développer et tester, etc. C'est un livre qui permet d'analyser ça de VB6 à Visual Studio 2005. Évidemment, 2008 est tellement récent, je ne sais pas s'ils vont en avoir une version aussi, mais c'est la même chose au bout de la ligne. Le principe est le même. Le principe est le même, exactement. Et il y a aussi un outil qui te permet de faire ce qu'on appelle un assessment ou une analyse. Lui-même, l'outil il va analyser ton code et te dire où il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être à risque. Une des choses qu'on n'a pas mentionné, ça vient de me rappeler quelque chose aussi qu'on n'a pas parlé tantôt, c'est qu'il y a un risque aussi au niveau des contrôles de troisième partie, si tu veux, les Sheridan Control, etc. Ces contrôles-là ne migreront pas nécessairement et ça peut être une cause de problème de migration entre VB6 et VB.NET. Et il y a beaucoup de chances que les contrôles qu'on utilisait, la compagnie qui les faisait n'existe peut-être même plus. Là. Exactement. Et ça va faire partie de ton problème aussi de support à long terme. Ces compagnies-là, souvent, n'existent plus. Certaines compagnies te vendaient le code source avec leurs applications. À ce moment-là, tu peux peut-être essayer de les arranger. C'était moins la pratique. C'était moins la pratique, exactement. OK. Donc, ça fait partie aussi de cette analyse-là. Cet outil-là va te dire, OK, tu as tant de contrôle de tant de compagnies, puis que va faire que tu fasses... Il s'appelle comment, ce guide-là? Le guide s'appelle Upgrading Visual Basic 6 Applications to Visual Basic.NET and Visual Basic 2005. C'est un nom long, mais on va le mettre sur le site web, exactement. OK, donc là, on a commencé par situer qu'il y avait 4 approches. On a après ça focusé sur la seconde approche qui est comment pondre entre notre application VB6 et notre application VBNet.
On a clarifié que faut que tu décides qui va être le cœur. Est-ce que ça va être VBNet ou VB6? Puis, dépendant de comment tu te positionnes à ce niveau-là, là, tu vas soit appeler des composantes .net à partir de ton VB6 ou littéralement appeler des composantes comme VB6 à partir de ton application .net. On revient toujours sur le fait que l'analyse initiale est fondamentale. En terminant, ton expérience, ou en tout cas suite à cette tournée-là que vous avez faite à travers le Canada, est-ce que tu dirais que, règle générale, les entreprises ont pris font le saut vers .net? Non, c'est encore assez dur. J'ai eu des développeurs qui sont venus me voir pendant la tournée qui me disaient oui, mais mon patron est pas complètement vendu, etc. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau de cette analyse-là. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du pont en question, parce que c'est une façon de le faire à coût moindre et de façon à plus long terme. Il reste qu'il va y avoir une pression qui va être mise sur ces organisations-là, malheureusement, parce que, comme dans beaucoup de choses, lorsque tu retardes un investissement, mais cet investissement-là que tu as retardé peut risquer de te coûter plus cher à long terme. Souvent, on dit t'es mieux de prendre ta pilule tout de suite que de la prendre plus tard en double. Tu sais, je veux dire, si tu regardes un système et que bon, le coût de migration te coûte, admettons, $1 million, tu dis pas besoin, ça va coûter trop cher, on va rester avec ce qu'on a. Dans 5 ans, 6 ans, lorsque Microsoft va débarquer le support ou qu'une autre compagnie, parce que ça peut arriver avec n'importe quelle compagnie, c'est pas une pratique de Microsoft, une pratique d'Oracle, une pratique de Sun, une pratique d'Apple, de toutes les compagnies. Éventuellement, le support doit disparaître. Ça coûte trop cher à ces compagnies-là pour garder le support actif. Et là, à ce moment-là, il faut que tu aies ce qu'on appelle des contrats de support personnalisés. Mais un contrat de support personnalisé peut te coûter dans les 6-7 chiffres facilement. Parce que ce que ça veut dire, c'est que la compagnie doit assigner des ressources seulement pour ton organisation. Donc, cet argent-là que tu n'as pas voulu dépenser plus tôt ou ce plan que tu n'as pas mis en place peut te coûter plus cher plus tard. Donc, c'est important de le considérer aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de compagnies qui ont ce code-là, évidemment. On a parlé aussi que c'est pas le seul choix. Il y en a plusieurs choix. Tu en as 5 en fin de compte. Moi, je vous recommande de pas rester dans celui de ne rien faire à long terme. Oui, effectivement. Puis, donc, un des sentiments que tu as senti sur le terrain, c'est que c'était pas comme les décideurs allaient pas de plein pied à dire oui, on s'en va dans .net, probablement parce que la première barrière qui est faut que je forme mes développeurs, faut que je les éduque. Puis, en tout cas, mon expérience personnelle, je trouve ça malheureux, mais d'éduquer puis de former les gens, c'est jamais comme une priorité tant que ça dans les compagnies. C'est vous pourriez faire ça par les soirs, de votre côté, comme. En tout cas, c'est encore trop vrai, puis c'est vraiment probablement peut-être un peu d'inconscience des C'est vrai. Et puis j'ai un scénario où j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait pour une compagnie, puis c'était justement le cas. Il y avait beaucoup de lignes de code. Et là, un moment donné, la pression sur les décideurs ne vient plus seulement de l'interne, que ce soit les développeurs qui disent OK, regarde, notre application, elle commence à être pas mal dur à maintenir, on serait temps qu'on move à quelque chose. Puis là, ils veulent pas à cause qu'il y a un coût quelconque, mais soudain, la pression peut venir de l'externe. Que ce soit l'image de la compagnie qui est ternie par le fait que c'est une application qui est vieille. Imagine si tu la vends, cette application-là, en plus, tu as créé une application, parce qu'il y avait du monde qui créait des applications en VB6 et qui les revendait sur un CD que tu achetais. S'ils n'ont pas migré leurs applications, une nouvelle plateforme, je veux dire, ça reste quand même que pourquoi j'achèterais ça avec le look de 1995, qu'une application qui ressemble à 2008. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui est déconnecté là. Il y a aussi, à l'interne, je veux dire, l'image, si tu vas chez un détaillant ou quelque chose, puis tu vois une fenêtre, puis c'est Windows 95 avec une application VB6, tu te poses une question sur l'investissement que cette compagnie-là a sur eux-mêmes. Surtout si ce logiciel-là, c'est un logiciel qui est au cœur de ton domaine d'affaires. Exactement. Ça veut dire que t'es vraiment, en tout cas, ta compétitivité est sérieusement attachée parce que tu mets pas les moyens qu'il faut pour mettre à jour ton avantage concurrentiel majeur, parce que le logiciel, ça reste encore un des bons outils pour avoir un avantage concurrentiel. Et c'est cette pression-là que cette organisation-là trouvait qu'il y avait des nouveaux contrôles, des nouveaux looks qui étaient beaucoup plus intéressants, mais ils ne pouvaient pas les avoir à cause qu'ils étaient encore en vieille application. Et un consultant qui est dans la communauté s'est présenté à eux autres, leur a dit pourquoi vous ne créez pas un pont, et c'est de même qu'ils l'ont créé. Et ils ont réussi à faire une application qui utilisait les deux technologies, ils sont très heureux aujourd'hui.
Parce qu'un autre aspect, Kitan, c'est que au fil des années, il va avoir de moins en moins de développeurs qui vont être familiers avec VB6. Et ils vont coûter extrêmement cher, qu'on se souvienne de COBOL. Exactement, avec l'an 2000. L'an 2000, exactement. Ouais, Un des scénarios qu'on n'a pas traité, mais que des décideurs pourraient, eux autres, faire la promotion parce que souvent, ils comprennent pas tous les enjeux technologiques, c'est des décideurs qui demanderaient de migrer leur application VB6 vers une application web. Mhm. Puis on l'a pas traité parce que c'est un scénario qui est presque pas envisageable. C'est beaucoup plus dur parce que là, à ce moment-là, il faudrait vraiment qu'on revienne au scénario qu'on parlait des 3 tiers avec les business rules bien bâtis et tout ça. Si c'est des formulaires, oublie ça, c'est de réécrire l'application. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes. Il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas couvert qui malheureusement n'a aucun aspect de migration ou d'intégration, c'est ASP classique VB6 là, avec du code VB6 derrière et ASP.NET. Il n'y a aucun à ce moment-là. Ça, faut que tu réécrives. Ça, il n'y a pas d'autre choix. À moins que tu aies fait ton application avec des couches très précises, par exemple une couche d'accès aux données, une couche de business logic, une couche de logique d'affaires ou d'objets métiers, comme nos amis français vont dire. Là, il y a peut-être possibilité, mais là, normalement, on l'aurait fait de façon monolithique. Là, Exactement. Ben, Christian, on te remercie bien. Ça m'a fait énormément de plaisir. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. C'est réciproque. Les actualités avec Guy. En fait, j'ai 2 actualités. Une qui est fort intéressante pour les développeurs parce que Microsoft a sorti la version bêta du Service Pack 1 de Visual Studio 2008 et aussi du Framework 3.5. Donc, il y a 2 Service Packs qui sont sortis. Je sais pas si on devrait les appeler des service packs parce que normalement un service pack contient des bug fixes, des corrections, des choses comme ça. Là ici on a une série de nouveautés, en plus évidemment des corrections, il y a une série de nouveautés qui sont tellement longues à décrire là qu'on pourrait en faire une émission au complet. Et tout ça est présentement en bêta. D'ailleurs, moi, je dois avouer, là, je comprends plus Microsoft. Un service pack, c'est pour fixer des bugs. C'est comme ça depuis le début des temps. Puis, écoute, moi, là, je trouve que Microsoft, il ne cesse de nous amener des nouveaux API. Même des gens comme toi, comme moi, qui suivons ça, c'est rendu un travail ardu de suivre tout ce que Microsoft lance d'un côté comme de l'autre. Et c'est même rendu qu'il nous lance des nouveautés dans les service packs. Mon premier réflexe, c'est comme, wow, ça fait... tu sais, même souvent, j'aurais envie de dire aux gens de Microsoft, pourquoi vous prenez pas un break, là, 1 an, pas de nouveauté, fixez ce que vous avez pas créé comme faut. Par exemple, toutes vos classes que vous avez dans le framework qui ont pas d'interface, qui sont des classes concrètes, puis c'est dur à moquer, ce serait peut-être temps que vous donniez ces services-là. Donc, en tout cas, je trouve que... Mais d'un autre côté, c'est que Microsoft fait évoluer la plateforme, nous rajoute des nouveaux outils, puis d'un autre côté, c'est que auparavant, Microsoft sortait des nouvelles versions de leurs produits à toutes les deux ans, puis il n'y avait pas d'innovation entre ces grands releases-là, entre ces grandes sorties de produits. Maintenant, il y a toute une série de produits ou technologies qui sortent. Mais Guy, franchement, là, si t'es en train de faire un projet, est-ce que tu vas demain matin dire, faut que j'installe le nouveau Service Pack 1 bêta? C'est même pas un Service Pack 1. Non, là, je suis d'accord. C'est quand tu fais un projet, là, t'attends d'avoir fini un jalon important, puis là, tu dis, bon, mais là, on réfléchit, est-ce que ça vaudrait la peine, par exemple, de passer à Visual Studio 2008? Parce mais Mario, on va attendre le Service Pack 1 du Service Pack 1. Oui, ça m'est rendu ridicule. Non, mais en tout cas, moi, je pense qu'il est temps qu'on donne un signal clair à Microsoft, dire, hey, réfléchissez un petit peu, là, puis, tu sais, il y a un principe, en tout cas, en architecture, on dit souvent, il y a aucune chose complexe qui est bâtie à partir de blocs complexes. Les choses complexes sont bâties à partir de blocs simples. Mais la simplicité, c'est meilleur. Donc, Microsoft devrait peut-être revenir à ce motto-là. Ouais, je suis en partie d'accord avec toi, mais je serais pour le fait que le Service Pack 1 ne contienne que des bug fixes. Donc, ça serait plus
plus facile à savoir si bon qu'est-ce que j'installe ou non. Et puis ce qu'il aurait dû faire, c'est peut-être sortir ce qu'on appelle un point release, là, une version, je sais pas moi, Puis, tant qu'à là, on va se lâcher là, c'est un peu là. Écoute, on s'entend-tu que ce qu'ils ont appelé la version 3.0, ça aurait dû s'appeler la version 2.5? Ah, exactement. Parce qu'il n'y avait pas tant de nouveautés que ça. Ce qui est la version 3.5, elle aurait dû s'appeler la 3. Et ce qui est notre fameux SP1 3.5 Extension, là, ça devrait s'appeler quasiment la 4. Mais en tout cas, au niveau de tout ce qui est la nomenclature, c'est flou, là. Ça donne pas un signal clair, en tout cas, sur comment on doit comprendre l'évolution de l'outillage chez Microsoft. Ouais, c'est un peu à en perdre notre latin, là. Anyway. Donc, mon petit discours éditorial. Mon petit éditorial aujourd'hui. Une deuxième nouvelle, en fait, celle-là est plus du côté affaires, puis parce qu'elle touche d'un côté un de nos bons collègues. Ben oui, notre ami Étienne Tremblay, qui est un peu pas en état de choc, ce serait trop, mais qui était surpris parce que il travaille depuis 16 ans maintenant chez EDS. Ouais. Donc HP, donc Hewlett Packard, a annoncé qu'il allait acheter EDS. EDS qui est pas un petit morceau là, qui est 120 000 employés à travers le monde. Puis notre ami Étienne, ben on l'agace parce qu'on dit maintenant tu travailles pour HP, puis il se promène avec son laptop Dell puis on lui dit ben là ton prochain laptop à l'automne va vraiment être un laptop HP. Donc c'est un peu notre sauve-douleur ces jours-ci parce que bon, il avait pas prévu le coup puis forcément puis je pense que beaucoup d'employés je pense qu'il y a 120 000 employés qui avaient pas prévu le coup là. Fait que on va achaler notre ami Étienne pour avoir des bons deals là, sur des laptops. Ouais, je sais pas si ça va tourner comme ça. Je pense pas. Donc, c'est les actualités? Oui. Du côté du groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, la prochaine présentation, c'est Dominique Sévigny à la fin du mois de mai. On va parler justement des extensions 3.5. Donc, ce que je disais qu'il aurait dû s'appeler le Net 3.0, ben c'est ce que... Ouais, les extensions 3.5, et Dominique va focuser sur tout ce qui touche le développement web. Tout à fait, c'est son domaine d'expertise. Je sais qu'en juin, on a Éric Moreau qui va nous parler justement de tout ce qui touche le Sync Services, puis aussi l'ancêtre de ce qui était SQL-CE, mais que maintenant on appelle le SQL Compact Edition. Tout à fait. Qui est une version embarquée là de SQL Server. Puis aussi, on vous invite à aller sur notre site parce qu'on a quelqu'un de Microsoft qui vient la première semaine de juin parler justement de tout le développement ASP.NET. C'est Bertrand Leroy. Donc, beaucoup de choses qui se passent toujours dans la communauté.net à Montréal. Il y a aussi le groupe utilisateur Team System qui va faire sa prochaine rencontre. C'est à la fin du mois encore, Barry Gervin de Toronto qui va venir parler de gestion des codes sources. Au mois de juin, c'est Étienne Tremblay qui va parler justement de tous les outils pour les développeurs avec Team System. Donc, ça bouge. On peut pas dire que c'est très occupé. Sur ça, je pense que nous, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines. Et ça va être une émission fort intéressante parce que on va parler avec Éric Renaud de toute la notion de qu'est-ce que ça veut dire avoir terminé quand on est dans une équipe qu'on fait une itération. C'est quoi avoir terminé une itération? C'est-tu, par exemple, j'ai fait mon code, ça compile. J'ai fait mon code, je fais les tests unitaires. En plus, tu sais, il y a tout. Est-ce que la documentation, en tout cas, tous les items qu'on faut se poser la question pour dire j'ai vraiment terminé. Puis l'importance que c'est dans les équipes de clarifier clairement qu'est-ce qu'on entend par avoir terminé. Puis Éric va vraiment être une bonne personne là, pour nous entretenir de ce sujet-là. En passant, j'ai une question pour toi, Mario. Oui. Est-ce qu'on a terminé? Bien sûr. Donc, à la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.